Oui, oui. Alors, bonsoir. S'il vous plaît, est-ce que vous suivez les panélistes? Est-ce que vous avez déjà écouté les panélistes? Tu peux te taxer, s'il te plaît, en parlant. Oui, Bonsoir. bonsoir, grande sœur Dorothée. Bonsoir, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends très bien, Justine. Ok, on va tester sans micro ici pour voir Non, si les autres. il y a un micro, Ah, un peu de... ok, d'accord. Ok, nous allons donc commencer notre panel avec un grand écart en termes de retard, mais nous allons rattraper. L'essentiel étant que finalement nous soyons tous là. Je vous souhaite un excellent après-midi dans ce panel qui est consacré à nos réflexions, l'accompagnement du réseau francophone pour l'égalité homme-femme, femmes-hommes, sur le thème des conclusions agréées de la commission sur de la condition de la femme de 67, édition 67, et leur impact sur l'économie des pays francophones. Donc, pour en parler, nous sommes présents ici, Sophie Diop et moi-même. Euh, je vais me présenter pour que les autres panélistes, ceux qui nous suivent en ligne, soient également avisés. Je suis professeure Justine Difo, coordonnatrice du réseau More Women in Politics, réseau de soutien à la participation politique des femmes au Cameroun, et membre du réseau de la francophonie pour l'égalité femmes-hommes. Pour en parler, donc, nous avons en ligne Madame Dorothée Aimé Marenzapa, qui est professeure de l'aide moderne française, consultante internationale. Et il est bon de retenir qu'elle a plus de 25 années de militantisme pour la cause des femmes, des filles et des jeunes. Elle est également membre, avec son association, elle est présidente de l'association des femmes éducatrices pour le développement en Centrafrique. Et elle est également, qui est membre du réseau de RFEFH. Il y a également en ligne Madame Christine Large, qui est secrétaire générale adjointe de Regard des femmes, qui est une ONG avec un statut spécial au Conseil économique et social des Nations Unies et Organisation internationale de OING auprès de la francophonie. Nous avons également Madame Fatma El Khoury, spécialiste des TIC. Elle est cadre à l'Université de Nouakchott, pionnière du genre et TIC en Mauritanie et consultante freelance. Nous retenons d'elle qu'elle a créé le premier site Internet et jusqu'à présent l'unique site Internet consacré aux femmes mauritaniennes. Donc, c'est le premier et encore le seul consacré aux femmes mauritaniennes. Et dans son intervention, nous allons bien comprendre pourquoi. Elle est également membre de notre réseau. Nous avons en ligne aussi Madame Noro Ravauzanani, qui est sociologue et experte en genre et recherche qualitative, président de Focus Développement, association de Madagascar. Elle a contribué à l'amélioration du statut des femmes et notamment à l'élaboration d'une loi cadre pour l'égalité femmes-hommes pour Madagascar et l'Union des Comores. Et dans la liste que j'ai, nous avons également Madame Mounia Jaldi, qui est chargée de programme droit des femmes et égalité des genres à l'Association québécoise des organismes de coopération internationale. Bref, avec cette présentation, nous avons, je l'ai dit tantôt, Sophie Diordia, qui est présidente de RFALPD. Elle est experte en genre et diplômée en administration des affaires, marketing, communication et gestion des projets. Elle est membre du cadre de réflexion des maisons citoyennes porté par le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi de l'État du Sénégal. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes en ligne que nous n'avons pas présentées.
Nous allons... Oui, je suis en ligne. Je suis Ndeye Marie Fall, présidente D'accord, du collectif pour la promotion du patrimoine immatériel en francophonie, membre du réseau francophone égalité femmes-hommes. J'ai présidé de 2018 à 2022 la conférence des organisations internationales non gouvernementales affiliées, accréditées auprès de l'OIF. d'accord. Merci, Madame Marie-Paul. Merci infiniment de nous l'avoir rappelé. Et je voudrais également saluer notre maman, le professeur Rondiaï, d'être avec nous cette nuit. Euh, Nous savons que c'est un réel effort pour nous accompagner et vraiment légitimer notre action sur cette activité ici au Togo et qui se passe en hybride, donc en présentiel, en ligne, pour rester justement connecté à la thématique du numérique, n'est-ce pas? Pour introduire les travaux, je vais rappeler quelques grandes lignes de la fiche technique que j'ai sur l'activité, vraiment quelques grandes lignes pour planter le décor afin que nous, ensemble, et que nous ayons ensemble la même problématique, les mêmes objectifs spécifiques et contexte de notre activité. Retenons que cette activité a pour prétexte justement les recommandations de la 67e session de la Commission sur la condition de la femme à New York et qui avait pour thème l'innovation, les changements technologiques, l'éducation à l'ère du numérique et l'autonomisation de toutes les femmes et les filles. Innovation, changement technologique, éducation à l'ère du numérique et autonomisation de toutes les femmes et les filles. Donc, à la faveur de cette thématique, je vais vous faire grâce de la littérature que j'ai en main pour me résumer en vous faisant remarquer qu'à la vérité, nous saisissons l'opportunité de ce forum francophone international sur le thème Construire le mouvement féministe francophone. À où commencer? Il me semble que nous avons saisi justement la balle au bon à travers cette thématique. Et si quelqu'un doit interpréter, c'est que nous avons choisi par où commencer. Commencer par le numérique. Commencer par le numérique aujourd'hui à travers cette thématique, à travers dont les objectifs spécifiques seraient de créer un espace sécurisé d'échange et de discussion franche et constructive. C'est ce que nous faisons contribuer à accroître l'engagement féministe des militantes et des organisations des femmes francophones, donner l'opportunité aux actrices du mouvement de mener des réflexions approfondies et surtout amener nos États et gouvernements, sociétés civiles, à s'engager véritablement, à coopérer afin d'assurer un suivi judicieux des conclusions agréées lors de la 67e session de la Commission sur la condition des femmes. C'est pourquoi le réseau de la francophonie pour l'égalité femmes-hommes a engagé cet après-midi ces échanges. Euh, c'est un regard croisé, comme nous allons le constater. Nous sommes plusieurs à intervenir, regard croisé, mais avec des vues convergentes sur le fait que cette préoccupation euh, est justifiée par le manque de performance de notre pays, mais également le manque de réactivité dans le processus de mise en œuvre de leurs engagements. Et c'est ce constat qui permet de nous recentrer ici et de reposer la problématique, de reposer le problème autour de ce panel de discussion avec des experts en économie, des experts en finance, en nouvelles technologies, afin qu'elles nous donnent leurs sentiments sur leurs enjeux, les défis, et pour une pleine participation des femmes et des filles au développement de l'économie numérique, mais surtout pour jeter les esquisses de solutions
des pays francophones. Au cœur de la rencontre, donc, nous aurons plusieurs interventions. Euh, Madame Massan d'Amelda, elle va nous rejoindre ici en présentiel. Et Madame Christiane Large, elle va également intervenir. Mais dans les échanges d'informations et d'expériences, nous avons comme premier thème formulé ainsi: dans quel domaine les parties prenantes peuvent-elles accompagner la mise en œuvre des conclusions issues de la 60e session de la CCF? Il s'agit plus précisément de la conclusion numéro 26 de la 67e session de la CCF. Là-dessus, nous allons donner la parole à Madame Dorothée Aimé Malensapa. Elle est connectée. Je te remercie, Madame Difo. Je pense que compte tenu du temps qui nous reste, on va essayer d'aller à l'essentiel. Alors, vous me suivez? Oui, nous te suivons. Ah, ok. Alors, tout à l'heure, vous avez mentionné la thématique de la 67e session de la CSW qui concernait l'innovation et le changement logique et l'éducation à l'ère du numérique pour parvenir à l'égalité des genres et à l'autonomisation de toutes les femmes et les filles. Et le point qui nous concerne s'articule autour des domaines dans lesquels les parties prenantes peuvent accompagner la mise en œuvre des conclusions issues de cette 67e session, et particulièrement en ce qui concerne la conclusion numéro 26. D'entrée de jeu, donc à l'entame de notre présentation, il est important de souligner le terme « toutes les femmes et filles », parce que quand on tient compte de tout ce que nous évoquons régulièrement et de manière récurrente, ce terme me paraît plutôt relever d'un axiome que d'une réalité. Quand on sait les conditions dans lesquelles vivent ces groupes, dont l'accès aux moyens permettant d'atteindre ces objectifs sont assez hypothétiques, particulièrement en ce qui concerne la fourniture en énergie pour certaines régions. Aussi, ces groupes dont la vulnérabilité varie selon les zones de stabilité ou d'instabilité chronique, tel le cas des zones à sempiternel conflit, n'ont pas les mêmes opportunités. Si nous faisons une rétrospective de ce qui a prévalu aux conclusions de cette 67e commission, nous remarquons que la commission s'est fortement appuyée sur la déclaration et le programme d'action de Beijing, les documents issus de la 23e session extraordinaire de l'Assemblée générale et les déclarations adoptées lors de tous les anniversaires de la 4e conférence mondiale de Beijing, donc la 10e, la 15e, la 20e et la 25e, et soulignent la nécessité de renforcer encore leur application. Pourquoi souligner la nécessité de renforcer encore leur application? Parce que le plus souvent, on se rend compte que toutes les recommandations issues de ces rencontres constituent tout un arsenal dont nos États et gouvernements ne tiennent pas systématiquement compte, et c'est en partie, je dis bien c'est en partie cela qui constitue la faiblesse de la mise en œuvre de ces recommandations pour tenter de résoudre les problèmes inhérents aux femmes et aux filles. Donc, les questions. Maintenant, si on doit aborder les domaines dans lesquels notre réseau doit accompagner ces conclusions, particulièrement la 26e, on se rend compte que ce sont les mêmes domaines universellement connus sur lesquels travaille le EFH,
les questions de scolarisation, d'éducation des filles, de formation, d'analphabétisme des femmes, de l'autonomisation, de l'environnement, de démocratie, de paix et sécurité, de leurs droits pour l'égalité des sexes, qui sont loin d'être résolus et demeurent encore la pierre. De plus, les violences basées sur le genre. C'est bon? Oh là là. Allô? Oui, nous te suivons. Ah, ok, d'accord, ok. Alors, je disais que de plus, les violences basées sur le genre qui s'intensifient dans les zones à conflit rendent difficile, sinon impossible, la réalisation de jouir des libertés fondamentales pour toutes les femmes et filles telles qu'énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes, dont la mission est de promouvoir l'égalité des sexes par différents mécanismes, œuvre sans relâche pour l'atteinte de ces objectifs à travers les principaux aspects universellement reconnus pour la promotion des femmes et des filles. En partant donc de la 26e conclusion de la 67e CSW, dont l'énoncé suit, je vous la donne. Le EFH ne peut que s'enorgueillir du fait que toutes les actions qu'il mène jusque-là sont en adéquation avec cette conclusion et donc constituent un accompagnement, voire une contribution significative à la mise en œuvre de cette conclusion, même si nous rencontrons beaucoup de difficultés, les différentes organisations, ONG qui font partie du réseau se heurtent à beaucoup de difficultés de financement. Tout à l'heure, la coordonnatrice, Madame Dioro l'a dit, Madame Dioro Ndiaye l'a dit, toutes nous le déplorons. Au niveau de nos États, il n'y a pas souvent la volonté politique affichée de faire de la problématique de l'égalité femmes-hommes une préoccupation majeure. Donc, nous pensons qu'au niveau des femmes elles-mêmes, elles n'ont pas les moyens. Elles n'ont pas les moyens pour pouvoir se hisser à certains niveaux. Et le thème abordé qui concerne le numérique nous semble être un moyen pour pouvoir arriver à ce but. C'est ainsi que l'énoncé qui dit la participation pleine, égale et significative des femmes au processus de prise de décision et au poste de direction à tous les niveaux est essentiel à la réalisation de l'égalité des sexes et à l'autonomisation de toutes les femmes et filles ainsi qu'à la réalisation de leurs droits fondamentaux et de leurs libertés fondamentales. Il réaffirme l'importance de la participation et du leadership des femmes dans la prise de décision liée aux technologies de l'information et de la communication, y compris les politiques et programmes visant à promouvoir la capacité des femmes et des filles à utiliser les technologies numériques et à remédier à tout impact négatif potentiel de ces technologies. C'est important d'avoir souligné ici l'impact négatif que pourrait éventuellement susciter l'utilisation des nouvelles technologies sur nos sociétés. Et déjà, de toute façon, il y a des résultats à ce niveau qui se font sentir. Donc, en même temps que nous, dans ce que nous voulons faire, nous allons tout faire pour promouvoir cet aspect. En même temps, il faudra veiller à ce que l'impact négatif ne se fasse pas sentir. Donc, nous allons voir les points importants qui peuvent entraîner véritablement, hisser les femmes vers l'émancipation à travers le numérique. Donc, les technologies de l'information et de la communication pour l'émancipation des femmes. Le terme technologie de l'information et de la communication
comprend les outils modernes de partage des connaissances et de communication utilisés dans l'ère du numérique tels que l'Internet, les ordinateurs, l'audiovisuel, les médias, etc. Il est vital d'emmener les femmes et les filles vers les technologies de l'information et de la communication pour plusieurs raisons. Les TIC facilitent l'accès à l'éducation et à la formation. Ils améliorent aussi l'accès aux services de santé, c'est extrêmement important, et la participation dans l'économie et dans la société civile. Les nouvelles technologies du numérique et du mobile et l'Internet ont un potentiel énorme pour l'émancipation des femmes. Ils fournissent aux femmes des opportunités de trouver et de partager de l'information, d'avoir accès à des services d'éducation et de santé et de générer des revenus, d'interagir, de collaborer, de communiquer et de faire entendre leur voix. Cependant, un manque d'accès aux technologies, de connaissances techniques, d'autonomie et d'infrastructures adéquates, souvent en conjonction avec le coût élevé de la connectivité, empêche de nombreuses femmes de tirer le plein bénéfice de l'utilisation des technologies numériques et mobiles et de l'Internet. Aujourd'hui, dans le monde, les femmes ont 21% moins de chances de posséder un téléphone mobile que les hommes. La connexion est donc une force pour les femmes. Déconnectées, elles seront à la traîne. L'accès à la technologie et aux opportunités de formation. Afin de tirer le bénéfice des nouvelles technologies pour les femmes et les filles, il faut tout d'abord leur ouvrir l'accès aux outils numériques les plus récents en augmentant leur pénétration et en diminuant leurs coûts, en équipant par exemple les bibliothèques scolaires en ordinateurs connectés à Internet. Ensuite, il faut les former à utiliser efficacement ces technologies afin qu'elles puissent en ressentir les effets transformateurs. La formation en ligne et mobile. La formation en ligne et la formation par téléphone mobile peuvent contribuer à émanciper les femmes en leur fournissant un accès plus large et plus flexible à l'éducation formelle et informelle, à travers les ordinateurs fixes et portables, les tablettes, les lecteurs MP3 et les téléphones mobiles. Ces outils transforment également l'assimilation des connaissances en offrant un apprentissage plus collaboratif, contextualisé et interactif. Les services bancaires en ligne et mobiles, ça, on le constate tous les jours, les petits envois d'argent, Orange Money et autres, qui facilitent énormément ce genre d'activité. Les services bancaires en ligne et mobiles vont aider les femmes pauvres et même analphabètes à accéder à des services bancaires abordables et sécurisés qui leur permettront de gérer au mieux les revenus de leur foyer, facilitent les transactions financières liées aux entreprises et les encouragent à épargner pour l'avenir de leurs enfants. De plus, les nouvelles technologies leur évitent de devoir consacrer du temps et des ressources dans leurs déplacements vers les banques, en plus des pertes de revenus associées à ces visites. Les services bancaires en ligne et mobiles peuvent également faciliter la réception et le remboursement des micro-prêts pour les femmes ayant recours à la microfinance. Les services de santé en ligne et mobile. Les technologies de l'information et de communication offrent aux femmes et aux filles un accès facile et rapide à des soins de santé et des informations qui peuvent leur être vitales, notamment dans les zones rurales isolées. Ces outils permettent aussi de multiplier les opportunités de formation pour les professionnels de santé et améliorent leur capacité à émettre des diagnostics et à suivre l'évolution de leurs patients. Cependant, il convient de prendre les dispositions nécessaires afin d'écarter tout aspect négatif qui pourrait plutôt porter préjudice au lieu d'être bénéfique. Tout ceci, on l'avait dit tout à l'heure, je l'ai repris,
La coordonnatrice s'est longuement appesantie dessus. Les questions de financement demeurent un véritable problème. Donc, tout ceci requiert des financements importants et un encadrement conséquent afin de réaliser ces objectifs. Les technologies de l'information et de la communication ont un potentiel immense qui ouvrira la voie du changement pour une meilleure participation des femmes à la gestion de nos sociétés afin de créer une synergie d'action susceptible de conduire à des conditions décentes de vie et au bien-être de tous et de toutes. Je vous remercie. Je suis allée à l'essentiel compte tenu du temps qu'on n'a pas assez. Donc voilà, Madame la modératrice, l'essentiel de ce que j'avais à dire concernant ce point, tout en insistant sur le fait que si nous voulons promouvoir le leadership des femmes, qui est donc cette capacité à mener et à conduire d'autres personnes ou des organisations dans le but d'atteindre certains objectifs, nous devons à présent, comme le dit le titre, par où commencer, puisqu'on se rend compte qu'on piétine en définitive. On piétine, il faut prendre les choses maintenant à partir du numérique. Peut-être que le numérique va nous permettre de faire des sauts, le numérique va nous permettre d'aller vite, et le numérique va permettre surtout la connexion de plusieurs personnes sur les sujets, l'information, une telle personne a telle information, ça va passer à d'autres. Et nous avons grand espoir donc que le numérique puisse véritablement nous aider à atteindre les objectifs que nous nous fixons pour l'émancipation, la promotion des femmes, l'égalité des sexes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Président. Merci, cher René, pour cette intervention S'il vous très plaît. dense. Oui, Oui, non, simplement, je voulais me resituer dans le programme parce que je représente Michel Vianès de Regard de Femmes. Et en fait, exactement. il lui avait été demandé, parce que moi j'ai un texte de sa part, d'ouvrir cette séance, le colloque. C'était l'introduction. C'était pas une intervention, comme vous voyez dans le programme, c'était on devait ouvrir le colloque et faire l'introduction. Bon, comme vous m'avez pas donné la parole tout de suite, après l'intervention va être un petit peu, vous voyez, en décalage. Non, Madame là, je suis vraiment désolée. Je l'ai constaté après avoir donné la parole. Mais avec Sophie, nous nous sommes dit que juste après ceci, on devait revenir sur ce propos tout de suite. Tout de suite, hein. Donc, je vais juste résumer rapidement ce qu'elle a dit et resituer le contexte et les séquences de cette intervention. En fait, je me suis un peu mélangé les pédales justement parce que j'ai vu juste le nom, mais sans le titre, sans le thème. Il n'y avait pas un thème qui accompagnait le nom, Non, il n'y mais avait pas de thème. Il n'y avait pas de thème, c'était juste une introduction Non, de 5 minutes. Madame la modératrice, dans le programme, vous n'avez fait que suivre le programme, hein, il me semble. Madame Difo, et vous n'avez fait que suivre le programme parce que dans le programme, il est bien dit que la première intervention du RFEFH, c'était la mienne, à Non, mais moins moi, qu'il y ait eu modification. non, j'étais moi dans l'introduction et on m'a pas donné la parole. Donc c'est tout ce que je fais remarquer parce que si j'interviens après avec le texte que j'ai, c'est complètement, ça va être complètement décalé. Je devais ouvrir cette séance. Donc c'est tout ce que j'ai dit. Non, Donc, mais je ne vous reproche rien. Je vous non, reproche non, mais moi après, sinon je ne dis rien, hein, c'est pas grave, hein. Mais moi j'avais l'intervention de Michel Vianès qui était une introduction à cette séance, c'est tout, de 5 minutes. oui, Sophie va parler, mais je me reprends pour dire qu'à la vérité, votre propos était un propos introductif et non un exposé, et non l'une des interventions. C'était aussi introductif du panel, en fait, dont Sophie m'en a parlé juste quand j'ai commencé. Et je voudrais dire qu'avant de continuer, faisons juste une petite synthèse propos de Madame Malenza Pap et nous revenons, nous remettons les choses dans l'ordre. Hein, Madame Larche, je suis désolée une fois de plus. Donc, je disais que une communication comme celle-ci, grande sœur, c'est vraiment
de façon très audible, très intelligible, mais aussi très passionnée, parce que la question, nous sommes engagés dans l'amélioration, la confirmation et l'amélioration du statut des femmes et de la jeune fille, surtout par passion. Nous sommes des femmes. Et c'est tellement le gap est tellement prononcé qu'on ne peut pas parler de ces choses en 10-15 minutes. Vraiment, nous introduisons tout simplement, nous ciblons les domaines, mais étant bien entendu que le train de l'économie numérique est tellement accéléré partout dans le monde aujourd'hui que ce train n'attendra pas les retardataires. Le drame aujourd'hui est que nous avons effectivement des raisons de craindre que la jeune fille, que les femmes qui sont déjà mal loties dans les programmes de développement, dans le financement du développement, ne soient encore victimes de ce retard. Donc, merci beaucoup pour tous les domaines qui ont été ciblés sans être exhaustive, évidemment, faute de temps, mais également pour les outils que vous avez essayé de lister pour améliorer l'éducation de la jeune fille et l'amélioration, l'implication des femmes dans le processus d'inclusion du numérique. Je vais donner la parole à Sophie pour qu'elle introduise l'exposé de Madame Christiane Large. Sophie, voilà. Je vous remercie tous pour votre présence, disponibilité. Ça n'a pas été trop facile de pouvoir se connecter, mais on y est enfin arrivé. Merci pour cela. Et également remercier les participants qui sont là avec nous aujourd'hui pour assister à cette session. Alors, je pense là que c'est une session qui est d'autant plus importante parce elle est une thématique d'actualité. Donc, c'est-à-dire comment est-ce que nous, en tant que femmes, on devrait pouvoir s'imposer grâce au numérique. Mais bon, on va avancer beaucoup plus sur cela tout le long de cette session. Peut-être laisser Madame Large parler au nom de la présidente de Regard des femmes, Madame Violet. Merci. Oui, parce que vous aviez demandé à Michel Vianès là, d'introduire effectivement ce colloque. Donc, nous remercions donc, les organisatrices de leur invitation et aux partenaires du réseau francophone EFH de confier à Regard de Femmes l'ouverture de ce colloque. Regard de Femmes, association française qui rend la loi de 1901, ONG auprès du Conseil économique et social de l'ONU et OING auprès de l'OIF. Membre du réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes, participe à la commission de la condition des femmes, la CSW, depuis 2007. Nous sommes des fidèles. Avant que les autres membres du RFEFH présentent l'impact des conclusions agréées de la CSW, il me semble important de faire une présentation générale de la CSW. Et dans un deuxième temps, je parlerai plus précisément de la 67e session et je terminerai par l'apport de la représentation permanente de l'OIF à New York. Alors tout d'abord, donc présentation générale, quand même, qui est quelques notions sur la CSW. La Commission on the Status of Women a été créée par une résolution du Conseil des Nations Unies en 1946. C'est le principal organe intergouvernemental mondial pour la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Pour ce faire, elle mène un travail d'évaluation des progrès réalisés, d'identification des défis à relever et d'élaboration des recommandations de politique en matière de droits des femmes. À l'issue de chaque session, les États membres adoptent des conclusions concertées, reprenant leurs positions communes et leurs recommandations sur les thèmes annuels pour inciter les gouvernements, les organes intergouvernementaux, la société civile et les autres acteurs à agir pour améliorer la condition des femmes. Les conclusions et les recommandations de chaque session sont transmises à l'ECOSOC afin qu'il en assure le suivi. Elles seront évaluées. Ce sera le thème d'examen de la CSW 5 ans plus tard. Elles sont à l'origine des avancées des droits des femmes dans tous les pays. La CSW est un moment privilégié de rencontres, d'échanges entre des représentants des États membres, des entités des Nations Unies, des organisations internationales et des organisations non gouvernementales, ainsi que des représentants de la société civile du monde entier. La société civile peut assister à l'intérieur du bâtiment de l'ONU aux prises de parole de différents pays sur le thème prioritaire et sur le thème d'examen.
C'est le plus important, le plus enrichissant. Toujours au sein de l'ONU, elle peut assister aux side events organisés par les États, en partenariat avec les ONG et aux parallel events organisés par les ONG accrédités dans les locaux réservés par la commission des ONG de la CSW. Enfin, je vais parler de la CSW 67, la dernière à laquelle nous avons participé. Donc, cette 67e commission de la condition des femmes s'est déroulée du 6 au 17 mars 2023. Le thème prioritaire apporté, donc, comme disait Madame tout à l'heure, sur l'innovation, l'évolution technologique et éducation à l'ère numérique, aux fins de la réalisation de l'égalité des sexes et de l'autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles. Le thème d'examen, problèmes à régler et possibilités à exploiter pour parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes et des filles en milieu rural précisément, suite aux conclusions concertées de la CSW 62. Donc, nous étions 5 ans après, donc ce thème était repris et évalué. Les conclusions agréées ont été adoptées le 17 mars, après une nouvelle négociation longue de 90 heures, négociation longue et complexe. Les conclusions n'ayant pas été adoptées le vendredi à minuit, il a fallu arrêter les horloges dans la salle de l'ONU jusqu'au samedi matin où un accord final a été obtenu. Le texte adopté dans l'ensemble positif après quelques avancées, l'approche par les droits de l'homme est largement valorisée. Le langage sur les droits sexuels et reproductifs, l'éducation sexuelle et le rôle essentiel de la société civile et des défenseurs des droits humains sont conservés. En outre, du nouveau langage relatif au thème de cette année a été obtenu sur l'importance de la perspective égalité femmes-hommes dans la technologie et l'innovation, et notamment dans la responsabilité du secteur privé en la matière, mais aussi l'importance de lutter contre le gender gap. La participation des femmes et des filles dans les contextes STEM, science, technologie, engineering et mathématiques, l'importance de lutter contre les stéréotypes sexuels, l'importance du respect de la vie privée en ligne et des données personnelles, l'importance de lutter contre les violences en ligne, des références aux méfaits de la technologie deepfake, mais aussi du partage d'images intimes ont été retenues. Des références aux droits sexuels ont été maintenues dans le contexte de cette année, Important Role of Digital Health, ainsi que des références au rôle à l'implication des hommes et des garçons dans ce processus. Donc, je vais terminer maintenant pour présenter un peu la représentation permanente de l'OIF à l'ONU New York. L'OIF n'étant pas un État ne participe pas à la concertation des conclusions agréées, bien évidemment, mais son rôle est très important. Les 4 missions principales de la représentation permanente de l'OIF auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York ont pour objectif de faire rayonner davantage le français au sein de l'ONU et renforcer l'influence de la francophonie. Donc 4, je vais les citer. Donc l'animation des réseaux francophones, des ambassadeurs, des experts, des expertes, de la société civile pour appuyer la concertation francophone dans un objectif de consolidation de la solidarité francophone. Suivi de la coopération avec l'Organisation des Nations Unies pour la place du multilinguisme et du français, la consolidation de la paix, la réalisation des objectifs de développement durable, l'agenda femmes et l'agenda jeunes. Le plaidoyer de la secrétaire générale sur les enjeux globaux, la coopération en termes de politique éducative déployée par l'OIF au bénéfice des populations, et enfin développer la dynamique culturelle francophone. La CSW est donc un moment important pour la représentation permanente de l'OIF grâce à la participation forte des gouvernements, la présence des délégations ministérielles de la société civile. Cela permet de livrer en français la perspective francophone pour la réalisation d'événements dans les différents segments de haut niveau, dans les événements parallèles en français à l'ONU où l'anglais domine, bien évidemment. L'appui logistique de la représentation permanente qui accueille des événements. Donc, c'est la maison commune d'accueil à l'ONU, une véritable ruche où se retrouvent toutes les composantes de la société francophone présente à New York. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup, madame. Merci, madame Lage. Merci infiniment pour cette précision préliminaire qui vont énerver les prochaines interventions. Je voudrais ici donner la parole à
En fait, Madame Fatma El Khoury n'est pas avec nous. Elle va être remplacée par Sophie Dior, qui a préparé une communication dans ce sens. Et faudrait-il rappeler que son thème tourne autour des outils, comment mieux outiller les femmes et les filles, pas de plus, le renforcement des capacités, de sorte qu'elles soient elles-mêmes une force de proposition quant à l'apport du numérique dans le processus de mise en œuvre des politiques ou des programmes en faveur de l'égalité femmes-hommes dans nos pays. C'est la résolution, la conclusion numéro 33 de la 67e session de la CNW. Merci beaucoup, Président. Alors, je pense que effectivement, on est en face d'une question qui est assez cruciale, c'est-à-dire comment est-ce que effectivement on peut mieux outiller les femmes, comment on peut mieux promouvoir, parce qu'on dans les outils, hein, l'idée également c'est de promouvoir l'égalité femmes-hommes. Alors, là, on a deux aspects quand même qui se posent, parce que si on prend au plan mondial, on a quand même 250 millions, rendez-vous compte, en moins de femmes qui sont impliquées dans les nouvelles technologies par rapport aux hommes. Donc ça, c'est un gap quand même qui est là et qu'il nous faut combler tout au plus. Pourquoi? Parce que simplement aujourd'hui, à mon avis, et je pense que c'est un avis qui est quand même partagé, comment est-ce que on peut faire valoir les droits des femmes si nous-mêmes, on n'est pas intégrés dans le processus de mise en œuvre de ces technologies-là, que ce soit par rapport aux programmes qui sont mis en place dans le cadre informatique, que ce soit également par rapport aux applications. Mais l'autre chose, surtout qui est un peu frappant, on parle en fait un peu d'électronisme, c'est-à-dire que en réalité, l'électronisme rime un peu avec l'analphabétisme du point de vue informatique, maîtrise de l'outil informatique, maîtrise du digital. Et c'est vrai que derrière ça, ce qu'on constate, c'est que ce manque d'implication des femmes dans les nouvelles technologies, comment dire, reflète, en tout cas par rapport aux différentes zones mondiales, euh, reflète les stéréotypes dont elles ont pu être victimes. C'est-à-dire que si on prend par exemple le niveau west-africain, culturellement parlant, la plupart du temps, enfin, on a tous grandi comme ça. Heureusement que les choses ont changé et continuent à changer. Donc, ce qui veut dire que peut-être nos enfants auront beaucoup plus de chance, en tout cas, on lutte pour ça. Mais la femme est élevée dans un carcan, c'est-à-dire au toutefois de la famille et ne va pas plus loin que ça. Limite, quand une femme essaie comment dire, de poursuivre des études, essayer plutôt, puisque maintenant ce n'est plus le cas, vraiment, c'était assez compliqué. Et donc, la réalité aussi qui revient, c'est qu'on a beaucoup de filles qui sont impliquées dans les filières technologiques, informatiques, etc., que, euh, que de garçons. Et donc là, la question qui se pose, c'est effectivement comment les outils. Alors, à mon sens, hein, la première façon de les outiller, bien sûr, c'est de renforcer leur capacité. C'est d'encourager vraiment la formation, au-delà même du renforcement de capacité qui se fait de façon ponctuelle pendant des séances d'atelier, des sessions comme aujourd'hui, qu'il puisse y avoir vraiment un lien entre les OSP, les États et gouvernements, donc les gouvernements, et les établissements d'enseignement, qu'ils soient au niveau secondaire, qu'ils soient au niveau supérieur. Et donc, l'idée derrière ça, c'est quoi? C'est que si aujourd'hui, il y a cette sensibilisation qui est faite pour vraiment promouvoir, comment dire, la formation des filles dans ces différents aspects informatiques, c'est que déjà, on aura fait un pas. Parce qu'encore une fois, pour porter quelque chose, il faut être soi-même dans le process.
Sinon, on aura beau discuter, on tournera en rond, on aura toujours les mêmes résultats alors qu'on peut avoir mieux. Mais en réalité, l'autre chose qui frappe, et donc ça vient au niveau un peu de la deuxième option, c'est les réseaux sociaux. On a beaucoup de filles, en réalité, on est la génération tête baissée parce qu'on est tout le temps sur le portable. Les principales informations, on les prend sur notre portable. Rarement maintenant, on verra quelqu'un suivre la télé, vraiment très rarement, parce que toutes les informations sont effectivement au niveau digital. Et par contre, le paradoxe qui est là, c'est que si on voit le rapport qui a été fait par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes en France, le rapport de novembre 2023, ce qui revient, c'est que malheureusement encore, les femmes sont peut-être présentes au niveau des réseaux sociaux, mais elles souffrent de discrimination. Elles souffrent encore de violence. Parce que quand on parle de violence basée sur le genre, ce n'est pas simplement des violences que l'on fait directement en dessous. Il y a la violence morale, mentale, psychologique. Dans les réseaux sociaux, ce qui revient le plus souvent, c'est le body shaming. Et c'est-à-dire comment je peux pousser quelqu'un à avoir même honte de sa personne. Et ça, on le voit très souvent. On peut voir de façon banale quelqu'un poster une photo sur Facebook, soit on aura des gens qui vont rire, soit, et maintenant, malheureusement, c'est de plus en plus récurrent, on va voir des femmes qui sont exposées dans les réseaux sociaux. Et donc, qui vont souffrir d'une façon ou d'une autre, parce que personne aura eu la malencontreuse intention voilà, de porter atteinte à cette personne. Et donc, aujourd'hui, l'autre chose aussi, le revers un peu de la médaille, c'est qu'on a TikTok, on a comment dire, YouTube, etc. On a Instagram, LinkedIn. Mais qu'est-ce qu'on fait, en fait, nous, à travers ces réseaux-là? Qu'est-ce qu'on fait pour promouvoir cette égalité femmes? La plupart du temps, malheureusement, je pense que le premier outil, hein, et ça, je pense qu'on est toutes concernées, le premier outil, c'est nous-mêmes qui devons le créer. C'est-à-dire cette prise de conscience que, en réalité, la première chose, c'est que nous-mêmes, on se dise intérieurement que voilà, que le combat, c'est moi, le combat, c'est Sophie Dior, le combat, c'est Justine, et ainsi de suite. Et de façon personnelle, pouvoir avoir du répondant par rapport à ça. Imaginons aujourd'hui que toutes les femmes qui ont un compte, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur... après, je vais revenir sur TikTok parce que c'est vraiment le réseau social du moment. Mais qu'il y ait un petit mot sur l'égalité femmes-hommes. Du genre, moi, je lutte, je milite, je mets toutes mes forces dans la promotion de l'égalité femmes-hommes. Combien est-ce que de personnes seront atteintes dans le monde? Ça, c'est une question que nous-mêmes, on devrait pouvoir se poser. Alors, TikTok, c'est très interactif. On peut effectivement l'utiliser à bon escient, mais malheureusement aussi, soit nous, en tant que femmes, on est mal, parce qu'il faut quand même le reconnaître, il faut le dire. C'est que au lieu de voir, par exemple, Dior qui va intervenir sur TikTok pour essayer d'expliquer à sa communauté, de dire Dior en tant qu'influenceur, par exemple. Donc, qui va essayer d'intervenir sur des thématiques précises comme l'égalité femmes-hommes, mais ce sera sur autre chose, ce sera sur une marque de vêtements, sur des chaussures. Pas que ce n'est pas important, mais c'est beaucoup moins important que le fait de pouvoir se battre pour ses droits et de pouvoir faire valoir vraiment ses droits à tous les niveaux. Donc ça, c'est un élément crucial. Maintenant, ce qu'on dit souvent, c'est que les réseaux sociaux sont masculinisés à la base. Que l'informatique même est masculinisée à la base. Je suis d'accord, c'est un fait. Mais si nous-mêmes, c'est-à-dire si nous-mêmes, on ne bouge pas, qu'on se dise, bon, c'est masculinisé, il n'y a pas de problème, et c'est qu'on n'y arrive pas.
Et donc, cet outil digital, vraiment, est le premier outil qu'on peut en réalité utiliser pour mettre à profit nos droits en tant que femmes. Et donc, l'autre chose, ce serait en même temps l'apport de la société civile. Aujourd'hui, on est rassemblés toutes autour du forum POEC. Et donc, l'idée, moi, qui me vient en tête, c'est qu'on a à côté le réseau pour l'égalité femmes-hommes qui est porté par une soixantaine d'organisations qui sont réparties un peu partout dans le monde, qui regardent vraiment d'expertise. Donc, l'idée serait de voir, nous, en tant qu'organisation, comment, pour que certaines thématiques puissent avancer. Est-ce qu'on doit créer une plateforme qui soit dédiée vraiment à la promotion de l'égalité? Est-ce qu'on doit faire un atelier sous-régional par rapport à tout ça? C'est des questions que l'on peut se poser. Donc, en donnant cet exemple, l'idée, c'est quoi? C'est que les organisations en elles-mêmes puissent trouver des synergies d'action à développer pour vraiment atteindre cette idée de qualité femme. En incluant bien sûr les hommes, parce que maintenant, quand même, on parle de masculinité positive. Alors, si je prends quelques faits et chiffres du rapport du Haut Conseil de l'égalité femmes-hommes de novembre, alors là, c'est écrit sur Instagram, 68% des contenus propagent des stéréotypes de genre. 27% contiennent des propos à caractère sexuel et 22% des propos à caractère sexuel. Donc ça, c'est sur Instagram. C'est pour la France. Sur YouTube, 24% des contenus qui contiennent des éléments de violence et seulement 8% des vidéos qui sont faites par des femmes. Alors, sur TikTok, on a 61% des vidéos qui présentent des stéréotypes masculins et 42,5% des séquences d'humour et divertissement qui contiennent des représentations dégradantes des femmes. Alors là, ce qu'il y a lieu, je pense, d'attirer l'attention, c'est que malheureusement, c'est le constat qui est fait, tout ne vient pas des hommes. C'est-à-dire, si on prend certaines images dégradantes et autres, on a des influenceurs qui sont là, qui peuvent les circuler, pardon, sans pour autant être entièrement conscients voilà, de ce qu'ils sont en train de. Alors, à ce moment-là, ce qui interpelle, c'est qu'il puisse y avoir ce contact avec les influenceurs. Donc, entre les OSC et les influenceurs, les influenceurs, à l'heure actuelle, peuvent être considérés comme un outil, entre guillemets, de promotion de l'égalité femmes-hommes. Alors, l'autre point, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était le partenariat avec les établissements d'enseignement supérieur et même au niveau moyen secondaire, parce que tout commence à la base, avec des thématiques plus ou moins différentes qui puissent être accessibles par rapport à la tranche d'âge qui serait concernée. Et bien sûr, là, on peut créer même de petits ambassadeurs en moyen secondaire et comment dire, des porteurs de plaidoyer au niveau de l'enseignement supérieur qui seraient mentorés par des organisations de la société civile. C'est-à-dire aujourd'hui, l'outil qui devrait englober toutes les différentes actions que nous-mêmes on serait amenés à poser, c'est carrément l'innovation. Il faut innover dans tous les sens en essayant de sortir, bien sûr, des sentiers battus, en essayant de créer de nouvelles choses, de nouvelles approches. Donc, ça, c'est vraiment, je pense, les points, pardon, sur lesquels on devrait pouvoir se concentrer. Peut-être si quelqu'un a envie d'intervenir au niveau de la salle, pourrait répondre à quelques questions avant qu'on avance un peu plus sur l'agenda. Je vous remercie. Formidable. Alors, face à face, mais ensemble. Vous avez la parole avant d'oublier
une partie de ce qu'elle a dit. S'il y a une intervention à chaud, pour compléter, on parler des outils comme TikTok. Vraiment, j'ai énormément apprécié les influenceuses. On pourrait comme ça outiller, utiliser pour faire passer le message, certains de nos messages sur la promotion de l'égalité femmes-hommes. Ben, vous avez la parole. Je ne sais pas, il était là, bonsoir. Bonsoir. Je tenais déjà à vous féliciter. Peut-être, comme les autres nous s'approcher un peu. Vous rapprochez. Oui, venez, il y a une place pour le faire. Oh, bonsoir. Je tenais déjà à féliciter tout le monde et particulièrement la dame par rapport à ses explications de tout à l'heure. Mais je voudrais apporter ma modeste contribution. Je pense que concernant l'émancipation de la jeune fille et des femmes via l'utilisation de technologies de l'information et de la communication, je pense pour ma part, là c'est vraiment mon avis, que c'est parce que les femmes, il y a une fracture numérique entre femmes et hommes, parce que les femmes ne maîtrisent pas leur histoire, ne connaissent pas leur histoire. Par exemple, les femmes ne savent pas que euh, euh, la première personne à avoir écrit une ligne de code, un programme informatique, était une femme. Oui, je disais que la première femme à avoir écrit, la première personne dans le monde à avoir écrit un programme informatique est une femme. Et ça, les femmes ne le savent pas. Et comme elles ne le savent pas, ça ne peut pas booster leur attention particulière tournée vers l'utilisation de TIC. Parlant maintenant de sensibilisation, je pense que les jeunes filles et les femmes ne sont pas assez sensibilisées quant à leur droit. Tu ne peux pas défendre quelque chose que tu ne connais pas. Tu ne peux pas défendre quelque chose que tu ne maîtrises pas, dont tu n'as jamais entendu parler. Nous vivons dans des communautés différentes. D'autres vivent dans des sociétés où on leur a appris que la place de la femme, c'est à la cuisine. C'est comme ça qu'elle a vécu. Son cerveau est formaté comme ça. Elle entend. Donc, le fait d'entendre autre chose pour elle, c'est que cette chose-là n'est pas dans la voie normale. C'est vous qui ne dites pas quelque chose qui est normal, en fait. Donc, ça part déjà de la sensibilisation. Parce qu'on saurait défendre, prendre conscience de nos droits si on ne les connaît pas. Certaines femmes sont marginalisées. Elles se disent que c'est normal. Elles ont mal, elles en souffrent, mais elles se disent que c'est normal. Tu veux même la sortir de cette situation-là, mais c'est toi qui te retrouves dans les problèmes parce qu'à un moment, elle va te dire qu'elle a toujours, sa mère a fonctionné comme ça, elle a vécu dans ça et c'est un mauvais fonctionnement. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, vous avez parlé de l'utilisation peut-être de nos réseaux sociaux. Moi, je voudrais parler de l'utilisation responsable parce que c'est encore un point qui est très important parce que nos jeunes filles maintenant vont à la dérive dans les réseaux sociaux. Et ça dépend déjà de qui ces jeunes filles prennent pour modèle. Nous avons entre ces entre guillemets influenceurs là qui ne font pas normalement ce pourquoi elles sont, je ne sais pas comment le dire. Bon, je vais sans vouloir juger personne, mais il y a certaines déviances. Et maintenant, les jeunes filles se retrouvent en train de prendre ces personnes-là pour exemple. Et maintenant, sa faute d'éducation de cette jeunesse-là, et ça m'amène à la dérive. Pourtant, pourquoi pas amener, comme vous avez parlé de vulgarisation, amener la jeune fille à, comment dire, à s'impliquer dans les métiers, les TIC, ça part déjà depuis l'école. Si à l'école, c'est fauté, ce sera compliqué après de rattraper. On va parler de renforcement des capacités, c'est très bien. Mais il faut parler de formation aussi, comme vous l'avez dit, dès le départ. Qu'elles se disent que les mathématiques à l'école, c'est pas fait seulement pour mon frère. Moi aussi, je peux. Donc, c'était ma petite conclusion. Merci infiniment, elle est très importante. Ok. Merci.
Alors, nous allons évoluer pour vider déjà les interventions qui étaient prévues et donner ainsi la parole à Madame Noro de Oui, Madagascar, oui, présidente de euh, Développement, Focus Development Association. oui. Merci, merci merci aussi à Tim, si tu peux. J'ai préparé des diapos. Si Tim peut les présenter pour aller vite, parce que je sais que le temps est maintenant compté. On m'a donné 15 minutes. J'espère que je vais essayer de finir vite. Je sais que... Tim, je ne sais pas si Tim peut passer les PowerPoint, s'il te plaît. Ok, je le lance. D'accord. En tout cas, bonjour à toutes celles que j'ai pas saluées au départ. Euh, Bonjour. J'étais déjà là depuis un bon bout de temps. Si tu peux le faire en plein écran, s'il te plaît. Voilà. Alors, merci. Je vais y aller. Alors, pour ma part, donc, dans cette série d'interventions, il m'a été confié de parler de la synergie d'action entre les gouvernements, le secteur privé et d'autres parties prenantes au niveau national et international pour contribuer à améliorer l'accès et l'utilisation des nouvelles technologies de l'information par les femmes et par les filles. Alors, pour introduire ce que je vais présenter, et que je vais essayer d'être assez concise. Non, 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 c'est l'introduction. Donc, pour introduire, je pense qu'on l'a suffisamment dit tout à l'heure, mais je le dis quand même que les conclusions agréées de la CSW 67 comme objet du panel et comme fil conducteur de toutes nos interventions de ce jour, c'est vraiment un choix stratégique du réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes. Un choix stratégique d'abord parce que ces conclusions agréées ont été également, comme l'a introduit aussi notre collègue de Regard des femmes, elles ont été formulées comme normes internationales que les États s'engagent à respecter. Et présentées ainsi, c'est aussi la mission du réseau de faire le suivi du respect de ces engagements et de s'engager lui-même dans l'application de ces recommandations, donc la mise en œuvre. Donc, ces conclusions agréées de la CSW 67 sont également ont été déclinées en mesures indispensables pour que les femmes et les filles puissent tirer profit de cette révolution numérique. Donc, on l'a bien spécifié dans les termes de référence de notre panel, que je reprends ici. Les conclusions agréées de la CSW 67 constituent en fait une opportunité, autant pour les gouvernements et les États que pour la société civile et les autres acteurs, pour changer la donne et faire avancer notre vision d'un monde égalitaire et connecté tel que nous l'avons visionné, nous, en tant que réseau, égalitaire et connecté pour les femmes et pour les filles dans toute leur diversité. Donc, c'est pour introduire mes quelques minutes de présentation que je vais faire. Alors, par rapport à ça, la 74e conclusion de la CSW 67 est un véritable appel à l'action collective et nous amène à poser la bonne question. Comment les gouvernements, le secteur privé et d'autres parties prenantes dans la société civile également, au niveau national et international, peuvent-ils contribuer à améliorer l'accès et l'utilisation des NTIC par les femmes et par les filles? Donc, c'est la question
par rapport à laquelle je vais essayer d'apporter une part de réponse par un exemple. Alors, une approche collaborative entre État et autres parties prenantes que je vais partager avec vous est un cas réel. Cela fait exactement 8 mois, je crois, si c'était un bébé, le bébé aurait eu 8 mois, qu'on a sorti ces conclusions concertées. Alors, quelle action? Il y a eu quelques actions déjà qui ont été prises par le réseau et les membres du réseau dont nous faisons partie, nous qui sommes autour de ce panel. Alors ici, je vais prendre un exemple. Pour le cas que je connais et que j'ai vécu, il y a au moins deux exemples pertinents, mais disons que par souci, parce que ce n'est pas officiel le deuxième exemple, qui est même vraiment approprié, mais je pense que l'année prochaine, on va rapporter les résultats de ce deuxième exemple. Je vais parler d'un exemple de partenariat entre l'État, un organisme public international. Je vais essayer d'être discrète parce que faire ce montage, c'est déjà compliqué, mais je vais vous le présenter pour donner l'ossature de ce partenariat. L'OSC, les OSC et le secteur privé pour cibler l'apprentissage des compétences numériques des filles dès leur jeune âge. Également, l'accès inclusif au sport grâce au numérique, un sport baptisé stéréotypiquement masculin, qui cible aussi les filles, et puis le soutien aux écoles primaires les plus démunies. Donc, ça, c'est un exemple de partenariat que nous-mêmes, on a vécu. Le réseau le connaît, certains membres du réseau, mais disons que le montage, c'est une initiative en cours. Alors, les objectifs de cette, disons, ce projet, c'est de lutter contre la fracture numérique, frappant les enfants les plus marginalisés avec un quota pour les petites filles. Pourquoi je parle de frappant les enfants les plus marginalisés? Parce qu'en fait, la fracture numérique frappe les enfants entre eux, filles et garçons, et les enfants issus des milieux défavorisés sont souvent moins exposés aux outils numériques que les autres enfants. Et les petites filles le sont encore moins, donc moins exposées, parce que la fracture numérique les frappe de plein fouet. Vous le savez, on en a suffisamment parlé aujourd'hui. Cela va les pénaliser, donc les enfants défavorisés, dont particulièrement les petites filles, dans leur scolarité et dans leur développement personnel et plus tard dans leur vie professionnelle, les excluant de fait des opportunités économiques offertes par cette révolution numérique et faisant perdre au pays leur contribution potentielle au développement même du pays, à la croissance économique, aux gains financiers, etc. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, c'est de faciliter l'accès des filles et des garçons au sport grâce au numérique. En effet, le numérique peut être utilisé pour promouvoir le sport, notamment auprès des enfants, même si on le sait que dans la vie réelle, ils y accèdent déjà. Vous connaissez, il y a toujours cette fracture. Alors, il peut également être utilisé pour faciliter la pratique du sport, par exemple en permettant aux enfants ou même de suivre des cours en ligne ou de trouver des partenaires de sport. Les petites filles tirant pleinement profit, plus même par la voie numérique que dans la vraie vie, ou comme vous le savez, surtout dans les couches défavorisées, les petites filles sont également frappées par les rôles de genre qui les empêchent souvent d'accéder au sport, au-delà du numérique. Donc, le troisième objectif, s'il te plaît, euh, c'est doter les écoles primaires choisies
d'équipements informatiques et sportifs requis. Donc, c'était ça le montage de l'exemple que j'aimerais partager aujourd'hui. Alors, tu peux y aller à la diapo suivante. Donc, quels sont les bénéfices pour chacun des acteurs? D'abord, les premiers bénéficiaires de cette initiative, ce sont les enfants défavorisés et les petites filles en particulier de cette composante de notre population qui vont bénéficier qui bénéficient déjà, l'action est en cours d'un accès au numérique qui vont permettre de développer leurs compétences numériques et rattraper leur retard par rapport aux autres enfants. Donc, les enfants défavorisés, les petites filles en particulier, ont également accès à des ressources pédagogiques et culturelles en ligne, ce qui enrichit leur apprentissage. Pour le secteur privé qui était dans le montage, le secteur privé réalise son action avec des procédures simplifiées. L'État et les collectivités territoriales facilitent les démarches administratives pour mettre en œuvre son projet. Et puis, le secteur privé bénéficie également de la visibilité des différents partenaires, ce qui lui permet de faire connaître son action auprès du grand public. Diapo suivant, s'il te plaît, Tim. Pour l'organisme international voit son programme numérique utilisé par son public cible. Les enfants défavorisés et les petites filles sont plus susceptibles d'être intéressés par le sport promu que les autres enfants. Est-ce que l'accès est plus facile? Est-ce qu'il y avait une application dédiée à ce sport? Je pense que les pays, si ce programme est déjà chez vous, vous connaissez ce programme, mais parce que c'est encore, compte tenu du contexte dans notre pays où vous savez qu'on est en pleine crise post-électorale maintenant, c'est ça qui est un peu, je ne veux pas vraiment en parler comme ça pour protéger le projet. Donc, l'organisme international également peut atteindre son objectif de promouvoir le sport auprès des petites filles et des petits garçons du monde entier. Ça, c'est au niveau international tel que c'est spécifié. L'État et les collectivités territoriales bénéficient d'infrastructures numériques et sportives parce que les équipements qui ont été fournis par le secteur privé et l'organisation internationale dont je parlais sont mis à disposition des écoles ciblées. Également, ces équipements permettent aux élèves des deux sexes de bénéficier d'un enseignement de qualité et de pratiquer le sport de manière encadrée. Donc ça, ce sont les bénéfices directs. Diapo suivante. Alors, pour l'OSC, donc c'est focus, hein, l'OSC, développement, membre du réseau. Nous sommes une organisation de défense des droits humains des femmes et des minorités. Mais ici, parce qu'on parle des femmes, je me suis arrêtée là. Donc, par ce projet, l'OSC contribue à réduire vraiment un tant soit peu la fracture numérique entre les filles et les garçons. Elle collabore avec le gouvernement et le secteur privé pour expérimenter des pratiques à promouvoir et à mettre à échelle le cas échéant. Donc, ça va être encore une contribution dans la planification des politiques, des actions étatiques plus tard. Bon, on verra ce que ça va donner. Donc, elle fait avancer aussi ses campagnes de plaidoyer au niveau national, y compris dans l'intégration de l'égalité femmes-hommes dans les politiques publiques et internationales pour sensibiliser sur l'importance de l'inclusion des filles des filles et des femmes dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Également, ce projet facilite la collaboration entre les gouvernements, le secteur privé et d'autres parties prenantes pour maximiser l'impact des initiatives en faveur de l'inclusion des femmes dans le numérique, des femmes et des filles.
et consolide ses acquis et établit des partenariats publics-privés pour mettre en œuvre des projets concrets. Le deuxième projet dont je voulais parler, je pense, c'est pas là, mais j'espère que l'année prochaine, quand on aura notre troisième forum, nous pourrions en parler parce que c'est encore plus concret. Voilà ce que je peux dire jusqu'ici. Alors, quelles sont les leçons apprises par cette synergie d'action? Voir grand. Commencer petit et agir tout de suite est une devise qui demeure valable. Et ça a été démontré dans ce projet. Il y a tant de choses à faire que si nous commençons petit, vraiment, que nous agissons tout de suite, qu'importe l'impact, si c'est grand ou petit, mais l'essentiel, c'est de commencer. Ce projet est un exemple concret de partenariat positif entre l'État, un organisme public international, le secteur privé et les OSC. Parce que le caractère systémique et intersectionnel des inégalités de genre, entre autres, mais des inégalités en général, requiert une démarche holistique que seul l'État peut adopter s'il le veut, mais qu'il ne peut pas faire seul sans les autres acteurs dans les organisations de la société civile. Également, ce caractère systémique et intersectionnel des inégalités requiert une approche collective faisant appel à la collaboration entre différents acteurs qui peuvent contribuer à créer un écosystème propice à l'inclusion des femmes et des filles dans les antiques et soutenant les innovations féminines dans ce domaine. Parce qu'il ne faut pas, ça c'est une phrase de Marie quand elle était à Madagascar et je me rappelle toujours comme c'était hier. Elle disait, n'oubliez pas, il ne faut pas être consommateur des produits finis. Il ne faut pas répliquer ce que les gens disent. Il faut également imaginer par rapport à son contexte. Et je rejoins la question du forum, de second forum, construire le mouvement féministe francophone. Par où commencer? Bon, ma réponse, commencer là où nous nous trouvons maintenant, avec les moyens qu'on a. Ne réclamons pas qu'on n'a pas. On a toujours la solution si on le cherche. Moi, je pars de cette devise et je vous dis, l'autre exemple que je partagerai plus tard, je vous dis, ça, c'est un peu comme celui-ci, mais encore plus ambitieux. Mais réservons ça pour le futur. Diapo suivant, s'il te plaît. Alors, pour finir, je vous remercie de votre attention. Voilà. Voilà ce que j'avais à partager aujourd'hui. Et excusez-moi, je suis toujours énergique. Non pas que je m'énerve, mais c'est toujours comme ça quand je suis dans le feu de l'action. Merci. Merci, merci, Madame Lavoisanani, pour cette brillante intervention. Vraiment, on est véritablement dans l'action et dans les mesures concrètes. Et je pense qu'ensemble, nous allons construire les recommandations de ce panel et nous efforcer de faire en sorte que ce soit des recommandations audibles au lieu pour que les chefs d'État et de gouvernement de la francophonie en fassent leur programme et leur stratégie de développement. Je voudrais demander à Madame Dey Marifal, qui est membre de la conférence des OING et membre fondatrice du réseau de la francophonie pour l'égalité femmes-hommes, si elle n'a pas quelque chose à dire, une intervention, une contribution dans notre panel, avant que nous évoluions vers les échanges, les contributions. Madame Marie Fall, essaie de connecter, essaie de toujours connecter. Alors, nous allons continuer, nous allons redonner, comme vous m'avez dit, nous allons continuer nos échanges. Donnons-nous encore une quinzaine de minutes. En fait, il est 18h30 ici. Donnons-nous une quinzaine de minutes pour des interventions, pour des échanges dans la salle et même en ligne, n'est-ce pas, pour renforcer tout ce que nous venons de dire
on ne va jamais épuiser un agenda en un seul panel, en un après-midi, mais il est important que nous nous assurions que nous avons au moins l'idée ce que nous avons comme contribution. Je voudrais comme ça vous redonner la parole pour que vous puissiez apporter quelques contributions ou poser des questions auxquelles nous pourrons répondre ensemble. J'ai le sentiment que ça a été suffisamment clair parce que nous avons justement laissé le temps à tous les communicants, à toutes celles qui avaient intervenu de bien exposer sur ce qu'elles ont prévu. À présent, le programme prévoit justement que nous revenions sur les conclusions, sur les recommandations avant la clôture du panel. Et je vais vous dire ce que j'ai pu planer ici et là pendant vos différentes interventions. Et ensemble, nous verrons comment les structurer pour que cela rencontre les objectifs de ce panel. Mais avant, je voudrais vous exhorter à mettre à notre disposition vos différentes communications. Je crois que Tim est chargé de cela. Pour celles qui ne l'ont pas encore fait, j'ai encore l'insistance du professeur Ndioro de vous rappeler de mettre à la disposition vos interventions, notamment celles qui sont en PowerPoint. Très récemment, j'ai fait un exposé quelque part à l'international, mais quand il fallait remettre en format Word, ça m'a pris énormément de temps. Je voudrais vous encourager et vous exhorter à le faire pour que sous ce format-là, nous puissions structurer quelque chose, un document à remettre, à communiquer, n'est-ce pas, aussi bien à la francophonie que dans d'autres instances. Alors, après avoir dit ceci, je voudrais soumettre à votre appréciation les quelques recommandations que j'ai pu planer ici et là. La première, elle est stratégique, c'est d'amener, de sensibiliser les États, les chefs d'État et de gouvernement africains à inscrire dans leur programme et stratégie de développement le numérique avec pour curseur l'inclusion numérique, un programme sur une stratégie de développement numérique avec une exigence, une emphase sur l'inclusion numérique. Je le dis comme ça, le Cameroun a un document de stratégie sur le développement numérique avec un accent. Il y a des journées du numérique pour les femmes, pour les jeunes. Et nous venons avec le Commonwealth, je le dis ainsi pour passer rapidement, pour dire que c'est quelque chose qui se fait. Nous avons organisé un Cameroun Digital Week sur toute une semaine. Les startups des jeunes se sont exprimés, les startups des femmes, les universitaires, les écoles, les opérateurs de télécommunications, les entreprises qui font dans les équipements et infrastructures du numérique. Je suis mieux placée pour faire ce petit feedback qui pourrait être un modèle parce que chez nous, en tant qu'autorité de régulation, les opérateurs ont le devoir de s'impliquer au développement du numérique, à la construction d'une société digitale, et ça pourrait être un modèle à dupliquer. Et là, nous avons comme deuxième recommandation de plaider en faveur de l'engagement des opérateurs des télécoms et des constructeurs d'équipements à développer des programmes d'inclusion numérique dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises, la RSE. Dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises, les opérateurs investissent dans tous nos pays et c'est aujourd'hui un secteur qui a même résisté au Covid, aux années, à la pandémie, parce qu'après tout, on était obligé de rester connecté. Et le seul secteur qui n'a pas subi les affres de la pandémie, c'est le secteur des télécoms. Donc, les fonds qui sont engagés, qui sont récoltés, qui sont
comme des bénéfices réalisés dans le domaine des télécoms devraient être reversés comme indemnité compensatrice, devraient être reversés dans l'équipement des écoles, dans les programmes en faveur des femmes et des filles, et ainsi de suite, sous peine de pénalité, sous préjudice de pénalité, parce que là, c'est quelque chose qui se passe déjà. On pourrait voir comment mettre ça dans un document de plaidoyer avec des propositions aussi concrètes qui vont avoir l'avantage d'être déjà implémentées dans certains pays. Les pays du Commonwealth l'ont déjà fait et il serait bon que nous veillions à ce que cela devienne un réflexe pour nos pays. Et c'est pour ça que mettre ça comme recommandation, pour ma part, serait une bonne chose. Alors, autre recommandation, et là c'est Sophie, sensibiliser les OSC et les actrices de développement à un meilleur usage des outils numériques, entre parenthèses TikTok, Instagram et autres, et mettre en place dédiées, des plateformes dédiées à la sensibilisation, à l'éducation numérique des femmes et des filles. Voilà, ramasser ici et là. Voilà, collaboration, sensibiliser en faveur d'une collaboration accrue entre les États et toutes les autres parties prenantes. Ça, c'est l'exposé, le dernier exposé de Madame Noroa Rissoa, qui a très bien développé cette synergie que nous exploiterons dans les recommandations de ce panel sur cet aspect en particulier. Donc, voilà. J'aimerais finir par un point que je soumets à votre appréciation et que j'ai déjà soumis dans un autre panel, je crois que c'était ce matin ou hier matin. Nous aurons le sommet de la francophonie l'année prochaine et ceci me renvoie à 2015 où Madame Dorothée Maranzapa, nous étions à Dakar en Absolument, 2015 oui. et pour le sommet de la francophonie. C'était 2014. 2014, 2014. voilà, où le thème était femmes actrices de développement, vectrices de paix. On ne sait pas quel sera le thème pour l'année prochaine, mais je vous suggère quelque chose. Nous étions à Dakar, nous avions un village de la francophonie et nous avions des espaces de communication parallèles. Alors, je vous propose que nous commencions à y réfléchir, à voir comment créer des événements parallèles, comme on crée souvent des événements en marge de tels sommets aux Nations Unies. Et à la fin, nous aurons ainsi des couloirs formels ou informels pour faire parvenir nos recommandations sur la table des chefs d'État lors du sommet de la francophonie. C'est pour ça que j'appuie fortement la recommandation du professeur Dioro Ndiaye qui a voulu que nous ayons ces communications que nous allons fortement exploiter pour structurer le document de plaidoyer que nous allons commencer à alimenter et pourquoi pas à l'occasion de cette rencontre, c'est généralement à la veille ou 2 ou 3 jours avant le sommet de la francophonie, nous nous retrouvons et nous avons de l'entre-gens. Nous nous organisons pour que ce document de plaidoyer parvienne au chef d'État et qu'il reparte avec cela comme les recommandations des femmes francophones pour que l'OIF elle-même soit cet acteur principal qui va veiller à ce que cela rentre aussi bien dans son programme de façon concrète que dans les stratégies sectorielles de tous les pays et de tous les chefs d'État qui seront présents au sommet de la francophonie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est un pavé à la mare. On l'a fait par le passé et ça a marché. Il se pourrait que ce soit aussi l'occasion de reprendre cette expérience. Discutons-en et voyons à quoi ça va nous conduire. Vous avez Je la parole. peux m'exprimer. Oui. Oui, moi je pense que Je peux y aller? Oui, oui. Oui, oui. Non, merci pour ces recommandations déjà. Elles sont cruciales à mon avis. Déjà, moi personnellement,
Je ne pense pas que mes collègues se rencontrent, hein. Elles sont toutes pertinentes. Et puis, je vais faire le au plus vite, hein. Je ne sais pas c'est quand le plus vite pour faire un petit papier écrit, mais je pense que ça ne sera pas trop difficile parce que l'intervention est courte. Euh, mais je trouve que la proposition aussi pour le sommet de la francophonie de l'année prochaine, elle est vraiment pertinente. Moi, je suis d'accord, hein, je valide. Voilà. Moi également. C'est une très bonne proposition, compte tenu de l'importance du sujet. Je pense qu'il faut qu'on avance vers ça et que les chefs d'État aient à leur disposition le document que nous allons apprêter. D'accord, merci. Christiane, regard de femme. On a besoin de ton regard. Ouvre ton micro. Le micro. Excusez-moi. Oui, oui, ce sont d'excellentes propositions pour faire avancer là, le droit des femmes et le sommet de la francophonie et l'OIF, par le biais de l'OIF aussi. C'est vraiment intéressant de pouvoir travailler sur ces sujets, sur ces thèmes, hein. Donc, félicitations D'accord. pour ces propositions. Merci, Madame Diego. Dites quelque chose si vous êtes encore connecté. OK. Ben, C'est-à-dire, moi, je voudrais intervenir par rapport au numérique. C'était très intéressant cette communication. Mais il faudra également songer au milieu rural ou même dans nos zones en ville où on a souvent des coupures d'électricité. Il n'y a pas de courant. Donc, pensez à faire la promotion du solaire dans les villages où il n'y a pas d'électricité. Parce qu'on peut utiliser, c'est vrai, le numérique, mais si on n'a pas d'électricité, on ne peut pas. Donc, je ne sais pas, mettre ça sur les recommandations. c'est Et formidable. puis, oui. Et puis, j'ai une autre question. Intervenant sur les questions de paix et de sécurité, je pense que nous, femmes issues des pays francophones, nous devons être interpellées par ce qui se passe dans le Sahel actuellement. Quelle est la situation des femmes du Sahel dans les pays francophones? Que pouvons-nous faire? Quelle contribution pouvons-nous donner? Quelles réflexions pouvons-nous faire pour vraiment contribuer à stabiliser à la paix dans les zones du Sahel? C'était ça que je voulais ajouter. Merci. Ah oui, ça également, ça fait partie de l'inclusion, effectivement. La locomotive du développement ne doit laisser personne sur le bord du chemin. Et quand nous parlons d'inclusion numérique, effectivement, je ne peux pas vider tous les exemples. Il y a Huawei, par exemple, chez nous, qui installe les ordinateurs dans les écoles, mais aussi qui forme les femmes et donne des ordinateurs dans les associations féminines, en même temps qu'ils installent l'énergie solaire, pour que, avec la rupture du courant, l'absence d'énergie, que le soleil capté par ces plaques continuent de faire fonctionner les ordinateurs. Effectivement, ça, c'est formidable. C'est le concept d'inclusion numérique, aussi bien des femmes, des jeunes, que de toutes ces personnes, toutes ces cibles qui vivent loin des villes. L'effort est celui de faire en sorte que, justement, les outils soient interconnectés, mais également que la connaissance du numérique parvienne à tous les acteurs et à toutes les actrices. Nous avons une intervenante dans la salle qui veut apporter une petite contribution avant la fin. Merci de me passer la parole. J'ai oublié de dire tout à l'heure que j'étais Madame Rosalie Ouma qui vient tout droit du Cameroun. OK. J'ai oublié d'apporter cette précision-là. Je voulais entrer rapidement dans le vif du sujet. S'il vous plaît, j'aimerais que vous reveniez un peu sur la première recommandation avant que je le dise. Oui, la première recommandation était d'agir au niveau stratégique, au niveau des politiques. Donc, faire en sorte de sensibiliser les États euh, euh, à inscrire dans leur stratégie, dans leur programme de développement,
des stratégies de développement du numérique sous le curseur de l'inclusion numérique. Avec l'inclusion numérique comme curseur, on aura le temps de bien formuler ça, mais l'idée est là, que chaque État francophone inscrive un document de stratégie de développement du numérique avec une part belle à l'inclusion numérique, au programme de renforcement des capacités des femmes et d'extension du numérique dans les zones rurales, par exemple. Oui, là, je n'avais pas bien suivi tout à l'heure. Je voulais aussi ajouter une petite contribution à la première, là. Fait que le gouvernement plus nos États puissent digitaliser les enseignements. Parce que je pense qu'en digitalisant les enseignements, ça va capitaliser l'attention de la jeunesse, des jeunes filles, des jeunes femmes, à un axe plus profitable pour elles, qui va leur permettre d'acquérir en connaissance, en capacité et à pouvoir se développer. Pourquoi pas se développer? Bien sûr, ça c'est déjà le comment. Voilà. Merci. Bien. Elle veut aussi te voir. Voilà, bonsoir à tous. Je viens du Sénégal. Je suis chargée de programme d'autonomisation dans une organisation de femmes. Voilà. C'était juste pour ajouter à l'intervention de la dame du Cameroun. Oui, c'est bon, mais à mon avis, il faut aussi avoir des modules adaptés à la cible. Parce que si on amène, on dit digitaliser, numériser, et qu'on amène des modules que les filles ou les femmes ne comprennent pas, ça sert à rien de le faire. Je travaille beaucoup dans le monde rural. Il y a des efforts qui ont été consentis, qui ont été faits, surtout pendant la pandémie de la COVID-19. Parce que ça a été une pandémie qui a révolutionné en fait le numérique. Parce que beaucoup de sensibilisation dans le monde rural. Les femmes ont à travers les modèles de digitalisation qu'elles ont commencé à apprendre à montrer leurs produits. Euh, c'est important, mais il y a un facteur, ça a été soulevé tout à l'heure, le manque d'électricité. Quand vous parlez de digitalisation, même l'accès au solaire est assez difficile pour certaines communautés. Donc, peut-être il faudra réfléchir aussi à un autre moyen qui permettra aux femmes de pouvoir avoir l'énergie. C'est vrai qu'on a beaucoup commencé à travailler avec les biodigesteurs pour essayer de voir le modèle de biodigesteur, comment ça peut amener de l'électricité pour les femmes. Tout cela, ce sont des modèles qu'on a commencé à expérimenter dans le monde rural. Mais il reste encore des choses à faire. Il reste des choses à faire. Nos organisations se battent vraiment pour que les femmes puissent accéder au niveau supérieur, surtout pour montrer leurs produits, mais c'est toujours assez difficile pour elles. Que ça soit pour... elles ne savent même pas comment faire, par exemple, aujourd'hui, une étiquette, alors que ces femmes sont dans l'entrepreneuriat, sont dans les activités génératrices de revenus, mais le fait d'avoir des produits, de faire des produits et ne pas le vulgariser, de ne pas le montrer, ça amoindrit encore les efforts des femmes. Voilà, c'est la contribution que je voulais apporter par rapport à l'intervention de ma sœur du Cameroun. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous croyons avoir guidé notre agenda. Et c'est avec ceci que je vais donner la parole à Sophie Dior, qui a quelque chose à dire pour continuer également. Oui, voilà, juste pour compléter un peu par rapport à ce qui a été dit en amont. Tout à l'heure, Madame Diaye a abordé effectivement un point très important par rapport justement aux femmes qui seraient en zone de conflit. Alors, ça rejoint un peu l'exposé que j'ai eu à faire en amont par rapport à l'innovation. Parce qu'aujourd'hui, quand même, il y a des solutions numériques qui sont portées par des femmes. Je prends par exemple le cas du Pass Santé Rousseau en Côte d'Ivoire, qui a été développé par Corinne Ouattara.
Et donc, au niveau du pass santé, par exemple, l'idée, c'est d'alerter à chaque fois qu'on voit une femme qui se fait violenter, etc. Donc, il y a ce genre d'initiative qui est faite. Maintenant, nous-mêmes, que faisons-nous pour accompagner ces initiatives? Comment est-ce que nous-mêmes nous les portons? Et comment est-ce que, par exemple, ces femmes qui sont au niveau des zones de conflit, parce que pour intervenir, il faut forcément y avoir accès, comment nous, quelle solution est-ce qu'on prend pour pouvoir justement promouvoir cette égalité numérique-là dans ces zones? Comment? Ça, c'est la question vraiment qui revient. Quand je prends, par exemple, tout à l'heure, on a un peu parlé de l'accès au soleil. Effectivement, je rebondis sur ça. On a dit ici que c'est cher, effectivement. Mais aujourd'hui aussi, on a de plus en plus de femmes qui sont dans l'économie circulaire, le recyclage notamment. Et on sait toutes que les produits recyclés, notamment les panneaux solaires, font partie des produits qu'il est beaucoup plus facile à recycler. Ils sont recyclables à 88%. Maintenant, moi, je pense que ce serait pas mal peut-être de pouvoir cartographier des réalisations qui pourraient pousser, justement, qui pourraient apporter des solutions à certaines problématiques, que ce soit pour les femmes en zone de conflit, que ce soit pour les femmes en zone rurale également. Parce qu'effectivement, l'idée serait de pouvoir, comment dire, harmoniser un peu les informations en donnant un même, comment dire, en descendant à leur niveau de compréhension. Parce qu'effectivement, si on parlait en termes techniques à une femme, elle ne Mais peut tout, on ne va pas pareil. pas. Donc, je pense que ça, vraiment, ce sont des points très importants qui nous donnent à réfléchir, en sachant que l'idée, c'est pas d'évoluer dans un écosystème fermé, mais vraiment de pouvoir ratisser large, de pouvoir prendre en compte les minorités. C'est-à-dire, on a parlé des femmes en zone de conflit. Il y a les femmes qui sont en situation de handicap. Je prends le cas basique de l'accès à l'enseignement. De plus en plus, on est en train de parler d'éducation inclusive. Moi, il m'est arrivé d'être, comment dire, prise à partie par une maman qui me disait, mais écoute, je ne sais pas comment faire, ma fille est malvoyante. Et donc, il y a des initiatives aujourd'hui qui solutionnent ces aspects-là. Si c'est au Sénégal, on a École au Sénégal avec GMI qui a mis en place une plateforme avec vraiment des outils de braille. C'est vraiment ça comme l'éducation inclusive à tous les niveaux. Donc ça aussi, je pense que ce soit l'économie circulaire à travers le recyclage, parce qu'il y a également beaucoup de femmes au Sénégal qui sont méconnues et qui sont dans tout un circuit de compte et qui ne sont pas formalisées et qui attendent justement de pouvoir être poussées. Et ce digital, cette fracture numérique-là, pourrait rendre visible tout ça. De la même manière, le fait de combler ce gap par rapport au numérique, le fait de pouvoir solutionner, on sait qu'on ne pourra pas le faire en un jour, en 5 ans, mais au moins qu'on y aille pas à pas. C'est-à-dire comment faire à travers le numérique pour que, au niveau des zones en conflit, qu'on puisse voir quel est l'état des femmes, solutions apportées. Mais vraiment que ce soit vraiment pragmatique, qu'on puisse également, comment dire, faire la cartographie, encore une fois, de ce qui est fait. On parle d'économie circulaire, on parle d'économie solidaire aussi. Comment faire pour que comment dire, les entreprises qui sont portées par des femmes qui évoluent dans le milieu numérique puissent accompagner le processus de recrutement des jeunes filles qui sont spécialisées dans ce volet digital, dans le volet informatique ou quoi que ce soit également dans le cadre de leur RSE. Donc, ce sont tous ces points-là que j'ai vraiment voulu mettre en évidence. Et je remercie chacune d'entre vous d'avoir été avec nous jusqu'au bout. Je remercie les panélistes et notre président, mais encore surtout, un grand merci à l'organisation qui a stressé de bout en bout. Donc, voilà, merci. Avec ceci, nous levons notre séance. On a tout ensemble, plus fort, tout ensemble.
plus fort, ensemble, plus fort, nous sommes ensemble avec vous, nous sommes ensemble Merci, en francophonie. chers amis. Oui, vous avez nos mains. Nous sommes avec vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bisous. Ça a été fantastique. Merci. Au revoir. Merci, Malanzapa. Malanzapa. Non, bonsoir. Christiane. Oui. Mhm. Au revoir. Au revoir. OK.